marcher. On va y aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors, merci à tous d'être là. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, c'est une bonne journée pour parler de réchauffement. Je vais essayer de pas trop vous assouplir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Clément Coton, je suis ingénieur et j'ai écrit quelques essais de politique et d'économie. Et donc ce soir, je vais vous parler de mon dernier livre qui s'appelle donc Il est urgent de ralentir et qui traite de la question écologique. Alors, le programme des réjouissants doit être le suivant, ça s'affiche derrière moi, j'espère que vous voyez bien. Donc je vais commencer par rappeler ce que sont les crises écologiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, de multiples facettes. Je vais en détailler deux. Et puis ensuite j'aborderai la question des solutions, en commençant par quelques fausses solutions miracles, on va dire, qu'on entend un petit peu partout. Avant d'aller dans le dur du sujet, c'est-à-dire de se dire finalement la transition écologique, en quoi ça doit consister. Et ça, ce sera le troisième temps, on va voir toute la complexité de l'affaire. Et ensuite, dans un quatrième temps, on parlera de quelque chose qui va d'au-delà de la transition écologique, c'est-à-dire ce que j'appelle la décélération, en fait, un autre nom pour la décroissance, où là l'idée est plus simplement de transformer les structures de l'économie comme avec la transition écologique, mais vraiment de réduire le volume de l'activité économique. Et puis dans un dernier temps, on verra toutes les implications, certaines implications que tout ça peut avoir d'un point de vue politique et économique. Donc voilà le programme. Donc on en a pour, on va dire, une bonne heure, et puis ensuite il y aura un temps de questions-réponses. Alors, je commence donc par le commencement, c'est-à-dire par le constat, et donc par la crise écologique, ou plutôt par les crises écologiques. Donc, la crise majeure dont on parle tout le temps, mais à laquelle la question écologique ne se réduit pas, mais quand même, c'est le sujet numéro 1, c'est la question du réchauffement climatique, ou plutôt du dérèglement climatique, parce que ce n'est pas qu'une augmentation de température. Et donc là, qu'est-ce qui se passe tout simplement depuis le début de la révolution industrielle? L'humanité émet des quantités croissantes de gaz à effet de serre. Donc c'est surtout du CO2, mais c'est aussi d'autres gaz, du méthane, du protoxyde d'azote. Et ce gaz s'accumule dans l'atmosphère beaucoup plus vite qu'il ne s'évacue naturellement, et donc il se stocke. Et donc sa concentration dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter. Ça s'exprime en ppm, en parties par million. Et donc il y a quelques décennies où, avant l'ère industrielle, on était un petit peu en dessous de 300 ppm. Aujourd'hui, on est à plus de 400. Et donc plus cette concentration de gaz à effet de serre augmente, plus l'effet de serre lui-même augmente, et donc plus la température de la planète augmente. Donc c'est quelque chose qui se voit maintenant assez nettement dans les données qui sont disponibles. Là, c'est une figure du dernier rapport du GIEC qui est sorti récemment. Et donc, on voit qu'on a maintenant un réchauffement mesurable depuis le début de l'ère industrielle de plus d'1 degré, ce qui est énorme à l'échelle de la planète. Et ce qui est clairement discernable, sans aucun doute possible maintenant, des petites fluctuations qu'on peut avoir qui pourraient être dues à des causes naturelles. Donc là, on sait clairement dire que c'est l'action humaine qui cause ce degré de réchauffement. Donc aujourd'hui, dans les dernières données, on parle de 1,2 degré de réchauffement. Alors ça paraît peu comme ça. Il faut se rappeler que l'objectif de la COP21, donc ce qu'on essaye de ne pas dépasser, c'est un réchauffement de 1,5 degré. Donc à partir de 1,5 degré, les choses commencent à se gâter. Et au-delà de 2 degrés, on considère qu'il y a le risque que le climat soit, on va dire, hors de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des cercles vicieux qui s'enclenchent, qui fassent complètement diverger le climat. Donc voilà, d'où l'objectif de la COP21 en 2015, essayer de rester sous les 2 degrés, et si possible sous les 1,5 degré. Et le GIEC avait
en 2018 sorti un rapport en disant que c'est très important d'essayer de rester plutôt sous les 1,5 degré, parce qu'entre les deux, il peut commencer à se passer justement des choses, on peut commencer à passer des seuils qui peuvent être sans retour, on va dire, pour le climat planétaire. Donc à 1,2 degré, on est plus très loin de ce seuil de 1,5 où il commence à se passer des choses. Donc 2 degrés, on l'a dit, c'est l'objectif au pire de la COP21. Et si on regarde ce à quoi les États se sont engagés aujourd'hui, dans le cadre de cette même COP21, si on projette ça en 2100, on est à 3 degrés de réchauffement. Donc, ce qui est déjà intéressant, ça veut dire que les engagements des États dans le cadre de la COP21 ne respectent pas l'objectif de la COP21. Ce qui est déjà gênant en soi. Et le problème, c'est que les États n'appliquent même pas ces engagements. Donc aujourd'hui, on est plutôt parti sur une trajectoire à 3,5 degrés, sachant que chaque demi-degré fait une énorme différence en termes de comportement climatique. Et si on faisait rien du tout, c'est-à-dire si on n'avait pas du tout le peu d'actions climatiques qui sont enclenchées en ce moment, on pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 degrés de réchauffement. Et là, alors, encore une fois, on se dit, bon bah voilà, il va faire 25 au lieu de 20, dans la piscine, ça paraît pas... Mais 5 degrés de réchauffement, c'est la même chose que ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, où les mers étaient 120 mètres plus bas et où toute la moitié nord de l'Europe était recouverte de glace. Donc là, on parle de faire 5 degrés de plus. Donc on ne sait pas trop à quoi ressemble la planète dans cette configuration. Donc l'idée, c'est évidemment d'éviter ça. Et là, derrière moi, vous avez les courbes qui indiquent la façon dont les émissions de gaz à effet de serre devraient décroître pour qu'on tienne ces objectifs. Donc en bleu clair, c'est pour tenir les 1,5 degrés. Donc ça décroît très très vite. C'est-à-dire qu'il faut émettre quasiment plus rien du tout dans 30 ans. Et 2 degrés, bah, c'est un petit peu moins violent, mais c'est quand même une réduction très très drastique. Voilà. Donc souvent on retient le chiffre d'une division par 4 de ce qu'on émet à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est quelque chose de très très violent, et on n'est clairement pas du tout sur cette trajectoire-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui les émissions continuent à augmenter l'année en année. On n'a même pas commencé la baisse. On ne parle même pas d'une baisse trop lente, on n'a même pas commencé la baisse. Voilà, donc ça c'est un premier gros pan de la crise climatique. Un premier gros pan de la crise écologique, pardon, c'est la crise climatique. Alors, la crise écologique, c'est pas que ça. Il y a un deuxième problème qui en fait est complètement indépendant du premier. C'est la question de l'épuisement des ressources fossiles. C'est-à-dire que donc, ces ressources fossiles, quand on les brûle, effectivement, émettent du CO2 et donc causent de dérèglement climatique. Mais il y a un deuxième problème qui est qu'elles sont présentes en quantité finie dans les sous-sols, et que si on en consomme toujours plus, ou même toujours autant, année après année, au bout d'un moment, il y en a plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment indépendant du climat. Il pourrait ne pas y avoir de problème de climat, il y aurait quand même ce problème-là qu'au bout d'un moment, les stocks d'énergie fossile pourraient être vides. Et que toute notre économie en dépend. Quand je dis toute notre économie en dépend, c'est vraiment une grosse partie de notre économie, puisque vous avez 80% de toute l'énergie qu'on utilise qui est l'énergie fossile. Donc qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met le pétrole, typiquement pour les transports, on met le gaz, pour le chauffage par exemple, et on met le charbon. Donc les trois cumulés, ça fait 80%, et donc tout le reste, nucléaire, renouvelable, tout ce que vous voulez, ça fait même pas 20%. Donc quand je dis qu'on n'a pas démarré la transition écologique, c'est voilà, on parle de ça. Et le problème, c'est que donc ces énergies fossiles sont en voie d'épuisement assez rapide. Donc là, je vous ai mis des courbes extraites du dernier livre de Mathieu Ozano, qui est un spécialiste du pétrole. Et donc c'est assez clair sur le fait que, en gros, depuis les années 60, on découvre de moins en moins de nouveaux puits de pétrole. Voilà. Donc, les nouvelles découvertes sont de plus en plus rares. Et par contre, la consommation, elle ne fait qu'augmenter. Et donc les deux se sont croisés dans les années 80. Donc à partir des années 80, on consomme le pétrole plus vite qu'on le découvre. Donc dit autrement, nos stocks diminuent. Et donc ça c'est une autre courbe du même bouquin qui montre qu'en gros nos réserves de pétrole, donc elles diminuent depuis les années 80 et elles sont aujourd'hui à peu près au niveau qu'elles avaient dans les années 60, donc ça diminue assez vite.
Donc ça, c'est vraiment les réserves techniques évaluées par des cabinets spécialistes du sujet. Souvent, quand les réserves que déclarent les pays sont beaucoup plus optimistes. Mais on a souvent des cas un peu douteux, par exemple des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Libye qui déclarent des réserves constantes depuis des années ou même des décennies, alors qu'ils alimentent une bonne partie du marché mondial et qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes, ou très peu. Donc voilà, il y a quelque chose. Ces réserves-là sont assez peu dignes de foi, on va dire. Par contre, les réserves vraiment évaluées par les spécialistes, elles sont en chute depuis les années 80. Et donc du coup, combien il en reste? Alors, vaste question, mais si on regarde les données de BP, on voit qu'il y a encore quelques décennies de pétrole et quelques décennies de gaz devant nous. Donc quand on dit ça, c'est-à-dire si on continue à consommer au rythme actuel, on a encore donc, quelques décennies devant nous. Alors c'est quelques décennies avant de plus en avoir du tout, donc c'est pas une bonne nouvelle, hein, clairement. Et surtout que ça, c'est les réserves ultimes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Mais tout ce qui se trouve dans le sous-sol n'est pas forcément utilisable dans la pratique, puisqu'il faut qu'on sache aller l'extraire techniquement. Et il faut que ça soit rentable économiquement de l'extraire. Donc si vous regardez uniquement ce qu'on sait vraiment techniquement et économiquement extraire, et en fait on a beaucoup moins, c'est les deux barres de droite, où là on est plutôt sur un petit demi-siècle, on va dire, un petit demi-siècle de réserve. Bon, là encore on pourrait dire un demi-siècle, on a le temps de voir revenir, mais faut pas s'imaginer qu'on pourrait consommer tranquillement du pétrole et du gaz pendant un demi-siècle, et puis que dans un demi-siècle pile on aura un problème. En fait les problèmes vont arriver bien avant, parce que ce pétrole et ce gaz, non seulement ils sont de plus en plus rares, mais ils sont aussi de plus en plus difficiles d'accès. Donc ça c'est quelque chose qui se mesure par une donnée qu'on appelle le TRE, le taux de retour énergétique. Et en gros c'est assez simple, c'est juste de dire, pour aller extraire 100 barils de pétrole, combien de barils de pétrole j'ai besoin de dépenser en termes d'énergie. Parce qu'il me faut de l'énergie pour aller forer, pour aller transporter mon pétrole, etc. Et donc, en fait, ce ratio, du coup, n'a eu de cesse de diminuer au cours du XXe siècle. Et donc, avant, pour un baril de pétrole dépensé, on en extrayait 100. Et aujourd'hui, on est à beaucoup moins que ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez dur à estimer. Mais en tout cas, la baisse, elle est assez claire, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz. Et donc, au final, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de se dire, en fait, à partir de quand les problèmes vont concrètement arriver pour l'économie. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de ça. Et donc là, c'est plutôt la notion de pic pétrolier. C'est-à-dire, en fait, à partir de quand, compte tenu des problèmes d'épuisement et d'accessibilité, à partir de quand on va avoir l'offre de pétrole qui diminue. À partir de quand on aura de moins en moins de pétrole chaque année à utiliser. Et là, donc c'est ce qu'on appelle ce point d'inflexion, c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Et l'Agence internationale de l'énergie, donc qui fait un peu référence en la matière, nous dit qu'il est probable qu'on ait ce pic pour 2025. Donc c'est vraiment demain, quoi. Donc voilà, l'offre mondiale de pétrole pourrait décroître à partir de 2025. Sachant que le pétrole conventionnel, le pétrole classique, on va dire, est déjà en chute depuis 2008. Donc on a déjà passé ce pic-là. Et donc là, on arrive à maintenir la croissance en fait que par des pétroles qu'on appelle non conventionnels. Donc c'est les pétroles de schiste américains typiquement, qui sont des pétroles difficiles d'accès, peu rentables, etc. C'est vraiment très fragile et ça va probablement pas tenir plus de quelques années supplémentaires. Ça c'est pour le pétrole. Et le gaz devrait suivre dans les années suivantes, puisque dans ce qu'on peut trouver, on parle de pic gazier pour 2030 typiquement. Donc ça c'est des échéances assez proches. Et donc on va manquer de 2 de nos 3 sources d'énergie fossile assez prochainement. Et alors là j'ai pas parlé du charbon. Le charbon ça arriverait plus tard, le pic charbon donc. C'est quelque chose qui arrivera plus tard. Et ce qui est clairement une mauvaise nouvelle supplémentaire, parce que le charbon c'est la pire énergie possible en termes de climat. Donc c'est vraiment celle qui émet le plus de CO2 quand on la brûle.
Donc on aurait préféré qu'il y en ait moins. Le fait qu'il y ait des grosses réserves de charbon devant nous n'est clairement pas une bonne nouvelle. Voilà. Et c'est aussi la pire énergie d'ailleurs en termes de pollution de l'air. Il y a vraiment des centaines de milliers de morts par an, notamment en Chine, du fait de la pollution de l'air causée par le charbon. Voilà, donc bon, on pourrait continuer longtemps. Ce sur quoi je veux insister là en dézoomant un petit peu, c'est que finalement le dérèglement climatique d'une part et l'épuisement des ressources fossiles d'autre part, en fait c'est que deux problèmes parmi N. C'est-à-dire que c'est pas du tout les deux seuls problèmes écologiques, c'est les deux dont on entend le plus parler, ok, mais c'est pas du tout les seuls. Et en fait, on a vraiment deux gros ensembles de problèmes qui sont d'une part tous les problèmes de pollution, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on rejette dans l'environnement et qui va causer des dégâts. En fait, le dérèglement climatique, c'est un cas parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on rejette des gaz à effet de serre et ça réchauffe la planète. Mais en fait, il y a plein d'autres types de pollution. La pollution de l'air, j'en ai parlé, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique. Il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution des sols. Voilà, il y a toute une série d'autres pollutions qui en fait, chacune à elle seule, sont des phénomènes préoccupants. Donc ça, c'est en fait un ensemble de problèmes écologiques. Et un deuxième ensemble de problèmes écologiques, c'est ce qu'on appelle les problèmes de déplétion. Donc là, c'est plutôt le fait qu'on a des ressources finies et qu'on tape dedans de manière constante, voire de manière croissante, et que donc au bout d'un moment, il y en a un peu. Voilà. Donc ça, les énergies fossiles, c'est un cas particulier des problèmes de déplétion. Comme le réchauffement climatique, c'est un cas particulier des problèmes de pollution. Mais en fait, c'est des problèmes de déplétion dès qu'il y a ressources finies. Donc on a ce même type de problème pour les métaux, pour l'uranium, pour tout ce que vous voulez. On a aussi des cas où les stocks se renouvellent, mais à une vitesse qui est limitée. Donc ça, par exemple, c'est les stocks de poissons ou de forêt. La forêt repousse et les poissons se reproduisent, mais par contre, si vous coupez les arbres plus vite qu'ils repoussent, au bout d'un moment, vous allez quand même épuiser votre stock de forêt. Donc tout ça, c'est des problèmes de déplétion. Et donc quand on fait toute la liste, en fait, on a un très grand nombre de problèmes écologiques différents, qui chacun pris individuellement est grave. Voilà, il n'y a pas que le réchauffement climatique ou le pic pétrolier. Voilà, donc ça c'est on va dire pour la partie constat scientifique. Donc maintenant on va passer aux solutions, en commençant par les fausses solutions. Ce que j'ai appelé on va dire les fausses solutions miracles. Alors c'est un petit peu méchant parce que là-dedans il y a plusieurs catégories. Il y a des choses qui sont vraiment des faux espoirs, qui ne seront pas disponibles avant vraiment très longtemps. Il y a des choses qui sont des vraies solutions mais partielles. Alors qu'il ne faut pas tout miser dessus, mais par contre c'est quand même bien de le faire. Donc je prends juste quelques exemples, hein, parce qu'il y en aurait toute une liste, mais un premier cliché qu'on entend, et on l'entend autant pour le climat que pour les ressources, pour l'épuisement des ressources fossiles, c'est de dire en fait il n'y a pas de problème, parce que comme la technique progresse, en fait on va avoir besoin de toujours moins d'énergie pour une même activité économique. Et donc en fait on va arriver à, comme on dit, à découpler les deux et à faire ce qu'on appelle de la croissance verte. C'est-à-dire que le PIB va continuer à augmenter, mais la technique va tellement progresser qu'on va quand même consommer de moins en moins d'énergie et émettre de moins en moins de CO2. Et ça alors, donc là il faut bien préciser de quoi on parle parce que en première approche ça a l'air fondé. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique de l'économie c'est quelque chose qui se mesure en fait. Vous pouvez prendre la quantité totale d'énergie consommée, vous divisez par le PIB, et ça vous fait un indicateur qui s'appelle l'intensité énergétique. Et ce truc-là, on peut regarder si ça augmente ou si ça diminue. Et si ça diminue, ça veut dire que l'économie est de plus en plus efficace, et que pour un même service, pour un même volume de biens produits, on a besoin de moins en moins d'énergie. Donc si ce truc-là baisse suffisamment vite, on peut se dire on peut miser que sur la technique pour s'en sortir et il n'y a rien besoin de faire d'autre. Donc, et il se trouve qu'effectivement ça baisse assez clairement depuis 20 ou 30 ans. Donc ça on peut se dire, bon, très bien, il n'y a plus qu'à laisser les ingénieurs travailler et ils vont nous régler ça tout seuls. Le petit problème c'est que en fait, le PIB augmente plus vite que l'efficacité ne s'améliore. Et donc typiquement, chaque année vous avez besoin d'1% d'énergie en moins pour faire un point de PIB. Le problème c'est que vous faites 3% de PIB en plus.
Et donc en fait, du coup, la quantité totale d'énergie que vous utilisez, bah, elle augmente bien au global, même si on est plus efficace dans notre façon de faire. Et donc c'est pour ça que malgré les progrès de la technique, en fait, la consommation d'énergie a tendance à continuer à augmenter. Donc on épuise toujours plus vite nos stocks. Et donc les émissions de CO2 ont elles aussi tendance à augmenter. Alors on pourrait dire que c'est pas grave parce que bon, c'est peut-être le temps qu'on s'y mette et là les ingénieurs sont en train de s'y mettre et vont faire de mieux en mieux, de plus en plus vite. Sauf que là pareil, quand on regarde les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, on voit que les progrès techniques ont plutôt tendance à ralentir en fait. Et ce qui est quelque part assez logique parce que en fait c'est de plus en plus dur de faire des progrès techniques. Au début vous faites les améliorations faciles et après il reste des choses de plus en plus compliquées quoi. Après on racle un peu les fonds de tiroir en termes de progrès techniques. Donc on peut toujours miser sur des innovations spectaculaires, mais on va dire au quotidien, les progrès ont tendance à être de plus en plus lents. Et en fait c'est même pire que ça, c'est que les progrès techniques, quelque part, creusent eux-mêmes leur propre tombe. C'est-à-dire que comme il y a du progrès technique, en gros, un même bien ou un même service consomme moins d'énergie, donc coûte moins cher. Donc les gens vont avoir tendance à en consommer plus. Et donc en fait, c'est ça qui va compenser le fait qu'on est plus efficace. L'exemple typique, c'est la voiture. Si vous prenez pour une taille ou une vitesse de voiture donnée, on est de plus en plus efficace, on consomme de moins en moins de carburant à chaque génération de véhicules. Mais le problème c'est que du coup on se permet d'avoir des voitures de plus en plus grosses ou avec de plus en plus de gadgets qui consomment. Et donc au final, la consommation des voitures, elle ne diminue pas. Voilà, alors pour un service rendu de mieux en mieux, mais si le but c'est d'économiser de l'énergie, bah, le résultat n'est pas là. Voilà, donc le coup de dire le progrès technique va régler ça automatiquement, c'est quand même pas complètement gagné. Il faut du progrès technique, mais ça va clairement pas suffire. Alors ensuite, il y a un autre truc qui revient souvent, c'est de dire ok, bah, la solution en fait elle est démographique. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de changer notre mode de vie et il suffirait en fait qu'on soit moins nombreux sur la planète et ça serait réglé. Alors, ça pareil, ça paraît pas absurde, surtout que si vous voyez derrière moi, ça c'est les chiffres des Nations Unies sur les projections de population pour la moitié du siècle et pour la fin du siècle. Donc la population va augmenter. Il y a plusieurs scénarios, ça c'est le scénario moyen on va dire. Donc on monte jusqu'à quasiment 11 milliards d'habitants alors qu'aujourd'hui on est 8. Donc on peut se dire clairement ça va aggraver nos problèmes. Donc il faudrait arriver à inverser ça. Alors oui, effectivement il faut éviter d'avoir une explosion démographique. Mais le problème, c'est que ça, c'est un levier d'action qui est très très lent. Je vous ai dit, pour le climat, il faut baisser nos émissions très très vite. En 2050, il ne faut plus rien émettre quasiment. Donc déjà, si on veut faire tout ça par une réduction de la population, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait plus grand monde sur la planète, donc c'est pas un projet très, très réjouissant. Et donc si on veut le faire d'une manière sympa, c'est-à-dire en disant juste, on réduit la fécondité par des politiques, on va dire, antinatalistes typiquement, type enfant unique ou autre, bah en gros, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très lent comme levier. C'est que la Chine a commencé sa politique d'enfant unique à la fin des années 70, et la population chinoise va là seulement maintenant commencer à s'inverser. Donc c'est très très lent. Et donc il y a des démographes qui expliquent bien que si du jour au lendemain vous imposez le strict renouvellement de la population, c'est-à-dire que chaque couple n'a pas le droit de faire plus de 2 enfants. Donc, 2 parents donnent naissance à 2 enfants, donc on ne devrait plus avoir une population qui augmente. Mais en fait, vu que vous avez encore une population mondiale très jeune, la population va quand même continuer à augmenter pendant longtemps. Le temps que tous les couples en âge d'avoir des enfants en aient, le temps que tous ces gens-là meurent, bah en fait, la population va se stabiliser même comme ça à 10 milliards d'individus. Avec quelque chose qui serait radical, qui serait assez liberticide en fait, qui serait de dire du jour au lendemain, on peut plus de 2 enfants par couple. Donc ça c'est un levier d'action qui est pas rapide du tout en fait, et qui est assez limité. Et en fait il est même pas spécialement pertinent ce levier d'action, parce qu'en fait, si vous regardez où il y a une explosion démographique et où il y a des émissions de gaz à effet de serre, bah, c'est pas du tout le même endroit. C'est-à-dire que les pays qui émettent massivement des gaz à effet de serre, c'est les pays riches, donc comme nous. Et nous, on est plutôt en stagnation ou en déclin démographique. Donc,
là, quelque part, on ne va pas en plus faire des politiques antinatalistes. On est déjà en stagnation démographique. Les pays, les autres gros blocs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la Chine et l'Inde, qui eux sont en pleine croissance économique. Mais eux ont déjà mis en place des politiques de restriction de la natalité depuis des décennies. Et comme je vous disais, ça commence seulement à porter ses fruits, mais ils ne peuvent pas en faire beaucoup plus. Ils sont même plutôt en train de revenir en arrière en Chine, donc là-dessus on ne peut pas en espérer grand-chose. Et là où il y a une explosion démographique, c'est donc en Afrique, où là effectivement on a des pays comme le Niger, où on est à 7 enfants par femme, enfin des taux vraiment rapides, même si ça baisse quand même au cours du temps. Mais là, en fait, le truc, c'est que ces pays-là n'émettent quasiment rien, en fait. Parce qu'en fait, là, on parle de pays où le niveau de vie est tellement bas que les émissions de gaz à effet de serre de toute l'Afrique, ça doit être 3% du total mondial, quelque chose comme ça. Donc c'est une responsabilité qui est quasi nulle, en fait, au regard de l'enjeu climatique. Donc, dire que la priorité, ça serait que eux, qui ne sont en rien responsables du problème, commencent par faire moins d'enfants, c'est un peu prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que une fois que nous, on n'émettra plus grand-chose, de dire on va aller regarder ça, ok, mais c'est clairement pas ça la priorité numéro 1. Voilà, donc le progrès technique ou la démographie, c'est un peu deux solutions, on va dire tarte à la crème qu'on entend souvent. Il y en a d'autres, donc on a, alors je ne vais pas être exhaustif, mais on a l'avion à hydrogène. Alors l'avion à hydrogène, ça réglerait tous les problèmes de l'aviation. Alors l'aviation déjà c'est à peu près 3-4% des émissions, donc quand même on réglerait ça, on règle une toute petite partie du problème climatique. Mais surtout l'avion à hydrogène ne va pas régler grand chose parce que on ne parle pas de prototype avant 2035 ou 2040. Et une fois qu'un prototype est disponible, il faut à peu près 25 ans pour renouveler toute la flotte. Donc déjà, si le but c'est de plus rien émettre dans les décennies qui viennent, c'est pas une solution très rapide. Vous avez ça avec toute innovation technique d'ailleurs. À chaque fois, il faut le temps qu'elle se diffuse, et ça c'est souvent en années voire en décennies. Donc c'est une limitation intrinsèque. Donc autre problème avec l'avion à hydrogène, c'est que tous les trajets en avion, tous les modèles d'avion ne sont pas éligibles à ça. En fait, vous avez une autonomie en gros 4 fois plus faible, un rayon d'action 4 fois plus faible avec un avion à hydrogène. Donc vous pouvez faire les courts courriers, mais vous n'allez pas traverser l'Atlantique avec un avion à hydrogène. Donc si le but c'est de maintenir le trafic aérien comme il est, déjà ça va poser problème pour les longs courriers. Et puis il y a un léger détail qui est que l'hydrogène aujourd'hui est à 96% produite à partir d'énergie fossile. Donc aujourd'hui l'hydrogène n'est absolument pas... Alors ça peut être fait autrement, ça peut être fait par électrolyse de l'eau. Et donc ça vous pouvez le faire avec de l'électricité décarbonée. Aujourd'hui c'est minoritaire, mais on pourrait dire on alimente tous les avions à hydrogène par de l'hydrogène fait comme ceci. Mais si vous voulez faire ça pour toute la flotte d'avions du monde, il vous faudrait l'équivalent de 6 fois le parc éolien mondial, rien que pour l'aviation. Donc vous prenez 6 fois le parc éolien mondial actuel, et vous lui faites faire que de l'hydrogène pour l'aviation. Donc on parle juste pour les courts courriers. Donc on parle pas d'un petit truc. Donc voilà, pour l'avion à hydrogène, encore une fois, il faut le faire. Si on arrive à le faire, c'est bien, mais c'est pas du tout une solution miracle. Et vous avez un peu la même chose, je vais faire plus court, sur les agrocarburants. Donc les carburants issus de la biomasse. On fait des cultures agricoles, on en fait du carburant. Et donc du coup, on se dit ouais, ça émet du CO2, mais les plantes en poussant, elles ont absorbé du CO2, donc ça se compense. Alors, déjà, comme l'agriculture consomme pas mal d'énergie fossile et émet pas mal de gaz à effet de serre, il y a des études qui ont montré que le bilan en fait était pas vraiment positif. Et surtout, pour faire ça de manière massive, il faut énormément de surface au sol. C'est toujours pareil, si vous faites un peu d'agrocarburant dans un coin, ça va. Si vous dites on va convertir toute la flotte automobile mondiale à ça, quasiment une bonne partie des surfaces agricoles de la planète y passe en fait. C'était même plus que ça, il y avait un calcul d'ordre de grandeur qui disait que si vous mettez 40% de la flotte aux agrocarburants, en gros l'humanité est le plus alimentée, parce que vous y consacrez toutes les surfaces agricoles de la planète. Alors on pourrait dire c'est pas grave, on va augmenter les surfaces agricoles pour les biocarburants, mais si vous faites ça, vous êtes obligé de déforester en gros, ce qui en termes de climat est évidemment pas la meilleure des idées.
Donc voilà, on se retrouve là aussi bloqué d'une manière ou d'une autre. Et puis dernière tarte à la crème, on va dire, je vais m'arrêter là, c'est la fusion nucléaire. Alors là pareil, il faut chercher, hein, il y a des résultats intéressants qui arrivent avec différents projets expérimentaux, mais là on parle de quelque chose qui ne sera pas généralisé si ça marche avant la fin du siècle. Donc on n'est pas du tout dans le bon timing pour l'urgence écologique. Voilà. Donc malheureusement, on ne va pas couper au fait d'aller dans le dur et de faire vraiment une transition écologique. On ne va pas pouvoir se contenter d'une petite solution miracle. Donc, si on veut faire ça sérieusement et pas juste miser sur quelques solutions miracles, on est obligé de prendre le problème de manière rationnelle. Prenons-le par l'angle du climat, même si on a dit que ce n'était pas le seul problème. Et donc la question, ça va être, voilà, quels sont les gros secteurs qui émettent le plus. Et là, donc, quand on regarde au niveau mondial, on se rend compte que ce qui émet le plus, ça peut être surprenant au premier abord, mais c'est l'électricité. C'est la production d'électricité. Et derrière, vous avez les transports et l'industrie, donc ce qui est plus intuitif. Et en fait, si c'est l'électricité qui émet le plus, c'est tout simplement parce que l'électricité, au niveau mondial, elle est faite à 40% par des centrales à charbon et à 20% par des centrales à gaz. Donc en gros, les 2/3 de l'électricité, en fait, derrière, c'est de l'énergie fossile. Donc pour produire l'électricité, vous avez massivement besoin d'énergie fossile aujourd'hui. Et donc en fait, c'est le premier des secteurs qu'il faudrait décarboner. C'est vrai au niveau mondial, c'est un peu moins vrai en France, dans le sens où en France, j'allais dire le boulot a déjà été fait quelque part, puisque nous on a déjà un mix électrique très décarboné, puisque c'est essentiellement du nucléaire et des barrages, qui l'un et l'autre n'émettent pas de CO2. Et on a maintenant aussi une proportion non négligeable d'éoliennes et de solaire, pardon. Mais voilà, donc en France, du coup, on va retrouver en tête de classement les transports et le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage des bâtiments. Donc finalement, pour faire une transition écologique réelle et sérieuse, il faut décarboner ces différents grands secteurs, donc électricité, transport, industrie, chauffage, en gros, c'est les principaux. Et en fait, l'électricité, c'est absolument crucial à double titre. Premier effet qui se coule, donc j'ai dit c'est elle le plus gros contributeur. Mais deuxième effet qui se coule, c'est que pour décarboner le reste, il faut électrifier le reste. Donc on va avoir besoin d'électricité décarbonée pour décarboner le reste. Typiquement, quand on dit décarboner les transports, ça va être quoi? Ça va être des trains ou de la voiture électrique, donc de l'électricité. Décarboner le chauffage, ça va être des pompes à chaleur électriques. Décarboner l'industrie, ça va être des procédés industriels davantage électrifiés là aussi. Donc finalement, pour décarboner tous les secteurs autres que l'électricité, vous allez avoir besoin de beaucoup d'électricité décarbonée, évidemment, sinon ça sert à rien. Et donc c'est pour ça qu'en fait, décarboner notre mix énergétique en général, ça revient in fine, ça repose beaucoup sur le fait de décarboner notre mix électrique, vraiment de production d'électricité. Et donc pour décarboner notre production d'électricité, il y a deux grands moyens de faire. Il y a le nucléaire et il y a le renouvelable. Je vais rapidement dire un mot sur chacun. Parce que là aussi, vous allez voir que tout n'est pas parfait. Alors on n'est plus dans le registre des solutions miracles, mais enfin là aussi il faut se méfier de croire qu'il suffirait de faire beaucoup de nucléaire ou il suffirait de faire beaucoup de renouvelables et pour que tout soit réglé. En fait, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans les deux cas. Alors avec le renouvelable, vous avez évidemment le problème de l'intermittence, c'est-à-dire que vous avez l'éolien tant qu'il y a du vent, vous avez du solaire tant qu'il y a du soleil, mais pas tout le temps. Alors ça, tant que vous n'avez pas trop de renouvelables dans votre mix électrique, c'est pas très grave. Quand c'est juste quelques pourcents et que tout le reste peut prendre le relais en cas de coup dur, c'est pas un problème. Tout dépend d'ailleurs de ce qu'il y a dans le reste. Par exemple, l'Allemagne, eux, ils sont à 30% d'énergie renouvelable. Mais quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, en gros ils allument les centrales à gaz ou à charbon. Et du coup, en fait, ils émettent plus de CO2 que nous, 2 fois plus par habitant à peu près.
Donc il faut trouver un moyen de gérer l'intermittence, et ce problème va être d'autant plus important que vous voulez faire beaucoup de renouvelables. Donc cas extrême, si vous voulez faire 100% de renouvelables, là il faut vraiment être sûr que vous allez pouvoir gérer cette intermittence. Alors il y a un moyen de le faire, c'est le stockage. C'est de dire finalement, je mets de l'énergie de côté en stockant l'électricité, et puis quand il n'y a plus de vent au soleil, je vais les piocher dans mes stocks. Donc ça on peut le faire par différents moyens. Voilà, n'empêche que c'est quelque chose qui doit être pensé. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore. Le 100% renouvelable, ça n'a encore jamais été fait au niveau dans aucun pays en fait. Le maximum, on va dire, c'est l'Allemagne avec 30%. Et avec ce biais que je citais, le fait de se reposer par ailleurs sur les énergies fossiles. Alors vous avez d'autres pays qui en font beaucoup. Par exemple le Danemark, qui sont à 2/3 d'énergie renouvelable. Mais là aussi il y a un truc, c'est qu'en fait ils importent beaucoup d'électricité quand ils n'ont pas de vent. Et quand ils ont trop de vent, ils exportent leur surplus à l'étranger. Donc là aussi c'est... Mais un pays qui vraiment en autonomie arrive à faire du 100% renouvelable ou pas loin, ça aujourd'hui ça n'existe pas. Donc après il y a des débats de ce que c'est faisable ou pas. De plus en plus les spécialistes ont quand même tendance à dire que oui. Quand vous regardez les derniers rapports RTE, il y a plusieurs scénarios qui proposent des mix 100% renouvelables pour la France. Voilà, vous avez aussi les scénarios de l'ADEME ou de Négawatt qui vont dans le même sens. Mais à chaque fois, il y a quand même un certain nombre de paris techniques qui sont pris. On n'est pas sûr que ça va marcher en fait. Et surtout, ça pourrait marcher, mais être beaucoup plus cher. Alors ça, les derniers rapports nous rassurent un peu là-dessus. Ce serait un peu plus cher que le nucléaire, mais pas 10 fois plus cher comme on a pu l'entendre. En fait, le vrai problème, c'est la question de la vitesse du déploiement. C'est-à-dire que je l'ai dit, aujourd'hui, le renouvelable, c'est quasiment rien en pourcentage dans notre mix électrique, que ce soit français ou mondial. Et donc, en fait, si on veut que demain, ça soit 100% ou même 50%, il faut le déployer très très vite. Et ce que montrent notamment les rapports RTE, c'est que typiquement en France, pour arriver à la neutralité carbone en faisant que du renouvelable, il faudrait faire mieux que les meilleurs pays européens pour chaque énergie renouvelable. Donc mieux que les meilleurs pour le solaire, mieux que les meilleurs pour l'éolien, etc. Il faut faire ça simultanément pour toutes les énergies renouvelables pour atteindre notre objectif. Donc c'est extrêmement ambitieux. Donc du coup, voilà, l'autre moyen de faire c'est le nucléaire, mais ça c'est pas parfait non plus. Il y a évidemment la question des accidents et celle des déchets radioactifs, alors qui souvent font un peu l'objet là aussi de clichés. On pourra en revenir s'il y a des questions, mais bon, pour moi c'est des problèmes qui sont un petit peu exagérés, on va dire. Mais quand bien même il n'y aurait pas ça, on va buter assez vite sur un problème de ressources en uranium. C'est-à-dire que le nucléaire, certes, ça n'émet pas de CO2, par contre ça consomme de l'uranium, et l'uranium c'est une ressource finie. Alors aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, vous dites on en a pour 130 ans. Donc on dit on a de quoi voir venir quoi. Mais sauf que c'est 130 ans alors que personne ou presque fait de nucléaire. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, c'est 10% du mix électrique à peu près le nucléaire. Donc si vous dites maintenant on va faire 100%, du coup vous allez consommer vous allez épuiser les réserves 10 fois plus vite. Et donc vous n'aurez plus que quelques années devant vous, si je caricature. Donc ça, les ressources en uranium, si on se mettait à tout miser sur le nucléaire, ça deviendrait une limite tôt ou tard. Et puis là aussi, il y a la vitesse de déploiement, parce que en France, la dernière fois qu'on a fait une centrale, c'était à la fin des années 90. On essaye depuis des années de faire marcher le PR de Flamanville, ça se passe assez mal. Et donc, et quand bien même tout se passe très bien, entre le moment où vous décidez de relancer un programme nucléaire et le moment où vraiment vous avez des EPR qui fonctionnent, il y a une quinzaine d'années. Donc là aussi, si tout marche bien. Et donc là aussi, il y a un temps de retard qui, quand on est dans l'urgence climatique et d'épuisement des ressources fossiles, ce retard peut poser problème. Donc voilà. Donc, là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je n'ai pas d'idéologie, on va dire, a priori dans ce domaine. Donc moi, je suis pour faire à la fois du renouvelable et du nucléaire, autant que possible. Mais il faut bien avoir en tête que justement, il faut essayer de diversifier les solutions, parce que tout miser sur l'un ou sur l'autre, c'est assez risqué. Et même en faisant les deux, on n'est même pas sûr d'y arriver dans les temps, en fait. Et puis un dernier aspect de la transition écologique, c'est la relocalisation. Alors on voit pas très bien le graphique, mais ce que ça dit, c'est qu'en gros, il y a à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la population française qui vient de ce qu'elle importe.
qui vient de ces importations de l'étranger. Donc autrement dit, si vous arrivez à décarboner complètement la production française, avec du nucléaire, du renouvelable, ce que vous voulez, en fait vous ne réglez que la moitié du problème, puisque tout ce qu'on importe, on l'importe essentiellement de Chine ou d'Allemagne, c'est nos deux déficits commerciaux les plus importants, et c'est des pays qui sont très carbonés, dont l'économie est très carbonée, qui tournent beaucoup au charbon ou au gaz. Et donc en fait, ça a un poids massif dans notre empreinte carbone. Et donc tant que vous ne réglez pas ça par de la relocalisation, finalement vous ne réglez qu'une partie du problème. Voilà, donc la transition écologique sérieusement menée, pour moi, ce serait donc une articulation entre ces différents points-là, du nucléaire, du renouvelable, de la relocalisation, mais rien de tout ça est simple, et même si on fait tout en même temps, on n'est pas certain d'y arriver. On n'est pas certain d'y arriver, et c'est là où j'en arrive au quatrième temps de mon exposé. Qui est qu'à un moment, on est, pour moi, obligé de faire le constat que si on veut pas se lancer dans des paris hasardeux, on est quelque part obligé de sécuriser les choses en se disant qu'il faut aussi une réduction du volume de l'activité économique. Donc une décélération, une décroissance, c'est ça comme vous voulez. Parce que même si on fait tout ce dont j'ai parlé avant en même temps, on voit que la marche à franchir est sacrément haute pour être dans les temps. C'est-à-dire que, typiquement, si vous voulez tenir les 2 degrés de la COP21 et que vous dites on ne touche pas à la croissance, on continue à faire croître notre économie et on mise tout sur la transition écologique et le progrès technique pour tenir nos objectifs, vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin d'avoir un progrès technique 2 fois plus rapide qu'aujourd'hui en matière d'efficacité énergétique, 2 fois plus rapide, c'est énorme, alors que ça a plutôt tendance à ralentir. Et vous avez besoin de faire x4 sur le rythme auquel vous déployez le renouvelable. Sachant qu'il se déploie quand même assez vite. Donc là, vous devez faire x4. Vous devez faire les deux en même temps pour concilier le climat et la croissance, en gros. Donc, c'est pas gagné. Et il y a une étude intéressante qui a été faite par le cabinet de conseil Carbone 4 de Jean-Marc Jancovici, qui en gros a étudié un petit peu tous les scénarios de transition écologique. Mais à chaque fois, ils sont obligés de faire des paris énormes, c'est-à-dire de supposer vraiment un progrès technique et une transition écologique beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Alors, là encore, on pourrait dire, oui, mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas sérieusement la transition écologique. Donc, si on se mettait à la faire sérieusement, peut-être qu'on arriverait à aller au bon rythme. Mais le problème, c'est que je l'ai dit, il n'y a pas que le climat comme crise écologique. Il y a aussi tout le reste. Et le souci que vous allez avoir, c'est que même si vous arrivez à décarboner très vite votre économie, mettons vous passez en économie de guerre, voilà, on y va à fond, on dit on fait que ça, on fait que de la transition écologique, que du renouvelable, que du nucléaire à fond, on met tous les ingénieurs du pays que là-dessus, vous allez peut-être régler un problème, qui va être la crise climatique, mais vous risquez bien d'aggraver le reste, parce que si vous faites plus de voitures électriques et plus de renouvelables, vous allez consommer beaucoup de métaux. Les voitures électriques, ça demande beaucoup de lithium, de cobalt, de cuivre, etc. Donc, quand on en fait quelques-unes, ça va. Quand on généralise ça à toute la flotte mondiale, il y a un moment où ça va poser des problèmes. Rédhibitoire, vous allez vite épuiser les stocks. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous dites, non, on va tout miser sur les agrocarburants, là, rapidement, vous allez avoir un problème de surface disponible, en fait. Tant que vous en faites un peu, ça va, mais si vous vous mettez à généraliser ça, à généraliser les agrocarburants, très vite, soit la population mondiale ne mange plus, soit vous coupez toutes les forêts pour mettre des champs d'agrocarburants à la place. Et donc, en fait, c'est pas impossible qu'on y arrive si on se met en mode économie de guerre. Le problème, c'est qu'on va régler un problème qui est le climat, qui est la crise climatique, et on va dégrader tous les autres problèmes, qui sont l'épuisement des métaux, l'épuisement de l'uranium, etc. Et donc un exemple qui est cité aussi dans cette étude de Carbone 4, il référence un rapport de l'IFP Énergie Nouvelle qui dit qu'en gros, là pareil, si vous essayez de concilier un réchauffement limité à 2 degrés et la croissance économique actuelle, l'épuisement de ressources métalliques qui en découle, il est assez vertigineux, c'est-à-dire que vous épuisez quasiment tous vos stocks de cobalt et tous vos stocks de cuivre à l'horizon 2050.
et un bon tiers des stocks de lithium, je crois, de mémoire. Donc en gros, vous aurez réglé un problème, par contre vous avez plus de métaux, en gros. Enfin, vous aurez plus, beaucoup moins de 3 métaux cruciaux pour toute l'économie. Donc tout ça fait dire que finalement, le seul moyen d'adresser simultanément toutes les crises écologiques, et pas que le climat, et le seul moyen d'être sûr qu'on va y arriver et de ne pas miser sur des paris techniques plus ou moins improbables, bah en fait c'est d'en faire moins, simplement de décroître. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on peut faire que ça, on peut faire et la transition écologique et la décroissance, mais il va forcément y avoir besoin d'une dose de décroissance si on veut s'en sortir. Et alors là, on arrive sur tout un autre pan de questions qui sont plus des questions techniques ou scientifiques, mais qui sont des questions politiques et sociales. Parce que, alors on va se prendre une hypothèse, on va dire, mettons, ok, allez, on va diviser par 2 le PIB. Jusqu'à horizon 2050, on diminue de moitié le PIB en France. En France, et puis dans tous les pays qui se lanceraient là-dedans. Alors déjà, effectivement, il y a une première question, c'est quel pays se lance là-dedans? Parce que la décroissance en France, vu notre niveau d'émission, ça paraîtrait logique. Par contre, imposer la décroissance aux Éthiopiens ou aux Nigérians qui n'émettent quasiment rien et qui connaissent la famine et les épidémies, ça serait assez malvenu. Donc du coup, il y a des pays qui ont droit à de la croissance, parce qu'ils sont très loin en dessous des seuils de soutenabilité de la planète et qu'ils manquent de tout. Et par contre, il y a des pays comme le nôtre qui ont éclaté tous les seuils de soutenabilité de la planète, qui en moyenne vivent plutôt bien et qui, eux, pourraient se permettre de la décroissance. Mais là, évidemment, arrive la question d'après, c'est de dire, ouais, même en France, tout le monde ne roule pas sur l'or. Le niveau de vie moyen de la France est peut-être pas mal, mais si vous allez imposer une division par 2 des revenus d'un smicard, par exemple, ça va peut-être être compliqué pour lui. C'est déjà compliqué aujourd'hui. Donc ça va être compliqué de lui demander de faire des efforts à ce niveau-là. Donc évidemment qu'il faut que ces efforts soient répartis. Et puis la dernière question, ça va être celle de l'emploi. Parce qu'on dit, ok, si on divise le PIB par 2, ça veut dire qu'on produit 2 fois moins de choses, donc il y a 2 fois moins d'emplois. Et on est déjà dans une situation de chômage de masse, donc comment on fait? Donc moi je vais essayer de vous montrer, là, dans le cas d'un pays comme la France, ce qu'on peut raconter sur les 2 derniers points. Donc, à savoir comment on peut épargner les classes populaires et faire pour autant de la décroissance, assez radicale, et comment on peut préserver l'emploi. Donc je commence par l'emploi. La variable clé ici qu'il faut avoir en tête, plutôt les variables clés, c'est en fait le PIB, donc la production qu'on fait chaque année, production totale annuelle. En fait, en gros, c'est le facteur de 3 choses. C'est combien de personnes travaillent, combien d'heures elles travaillent par an, et combien elles produisent par heure. C'est le produit de ces trois choses-là. C'est de dire, on divise par 2 le temps de travail. Si vous divisez par 2 le temps de travail, vous avez un PIB 2 fois plus faible, et vous avez autant de gens qui travaillent. Ils travaillent juste 2 fois moins. Et puis, on peut même aller plus loin, on peut se dire, mais nous, le but, c'est pas juste de maintenir l'emploi, parce qu'il y a quand même 3 millions de chômeurs de catégorie A. Donc le but, c'est de créer de l'emploi. Et donc là, on peut dire, on peut aller encore plus loin, et donc on va diminuer le temps de travail encore plus que le PIB, et donc on va créer de l'emploi. Alors là, forcément, on arrive sur des réductions assez drastiques. Quand on travaille 2 fois moins, c'est pas quelque chose qui est anecdotique. Alors, j'ai quantifié ce que ça donnerait en termes de... concrètement, en fait. Donc, pour avoir une division par 2 du temps de travail, donc sur l'ensemble de la vie, il faudrait faire tout ce que j'ai affiché là simultanément. Donc il faudrait à la fois dire qu'on limite nos journées de travail à 7 heures, qu'on fait que 4 jours par semaine, donc tout le monde passe à la semaine de 4 jours, qu'on a plus 5 semaines de congés payés, mais 12. Alors, ce qui s'imagine bien, quand vous prenez 2 mois l'été, vous prenez 1 mois à Noël, 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, plus 3 autres semaines dans l'année, vous y êtes, c'est pas non plus... il reste quand même pas mal de semaines de travail. Vous auriez la retraite à 55 ans, j'ai bien dit 55, pas 65.
Et vous auriez, alors c'est un exemple que je propose là, mais vous auriez en plus 3 années qui seraient, donc moi je propose 2 années sabbatiques, c'est-à-dire qu'à un moment dans votre carrière, vous arrêtez, vous faites autre chose pendant 2 ans. Et une année d'études en plus en moyenne, donc les gens étudieraient 1 an de plus en moyenne sur la population. Donc si vous faites tout ça, vous avez votre division par 2. Donc c'est assez radical, mais voilà, c'est quand même pas incompatible de gens qui travaillent voilà, jusqu'à une 50aine d'années, 4 jours par semaine, c'est pas non plus plus personne faire rien. Donc ça permet de diviser par 2 le temps de travail et donc de maintenir l'emploi, avec un PIB 2 fois plus faible. Donc ça répond à notre première objection sur l'emploi. Et puis la deuxième objection, c'est bah ouais, mais quid des classes populaires? Parce que elles, si on leur dit bah ouais, vous allez travailler 2 fois moins et donc être payé 2 fois moins, bah il y a un moment où ça va être compliqué pour elles. Donc là, évidemment qu'il va falloir une redistribution fiscale ou autre, mais il va falloir redistribuer les richesses. Donc, mais là, le point, c'est qu'il y a de la marge en fait en la matière, parce que si vous regardez un petit peu la répartition des richesses en France, et alors là, je me suis limité à quelque chose d'assez grossier puisque j'ai fait. Là, je vous ai affiché les 50% les plus pauvres, les 40% suivants et les 10% les plus riches. Donc, en gros, en moyenne, un Français gagne à peu près 2800 € par mois. Mais si vous êtes dans le 10% les plus riches, c'est 9000 par mois. Ça fait pas mal. Hein. Et par contre, si vous êtes dans la moitié la plus pauvre de la population, c'est plutôt 1200. Donc c'est des écarts qui sont énormes en fait. Et donc en fait, il y a moyen, en faisant porter le gros de l'effort sur les plus riches, bah de ne pas baisser le niveau de vie des plus pauvres, voire de l'augmenter un peu, et d'avoir pour autant cette division par 2 du revenu moyen au niveau de l'ensemble du pays. Et donc ça donnerait quelque chose comme ça. Bah, là c'est un scénario où on dit on divise par 2 le revenu moyen, on ne touche pas au revenu de la moitié la plus pauvre de la population. Donc quand je dis les classes populaires, c'est pas juste les sans domicile fixe, c'est la moitié la plus pauvre de la population. Donc on ne touche pas au revenu de ces gens-là. Et par contre, on touche assez fortement aux 40% du milieu et très très fortement aux 10% les plus riches. Alors après, on peut imaginer de le lisser de telle ou telle manière. Et au sein des 10% les plus riches, je ne vous ai pas fait le zoom, mais il y a d'énormes écarts entre le 1% et le reste du 10%, et même entre le 0,1% et le reste du 1%. Donc vous pouvez vraiment lisser très fortement en allant taper très fortement sur le 1% et le 0,1%. Donc si vous faites ça, vous auriez donc dans les 10% les plus riches, gagneraient plus que 2100 € par mois. Mais enfin c'est encore pas mal, hein, c'est quand même quasiment 2 fois le SMIC, donc c'est pas un revenu ridicule. Et ça, donc, ça permettrait de préserver, encore une fois, la moitié la plus pauvre de la population. Alors, bon, on voit quand même que pour que ça passe, on est obligé de faire des choses assez radicales. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien que la division par 2 du temps de travail, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. La redistribution des richesses dont on parle là, ça risque de râler un peu chez les riches. Donc on sent bien que là non plus, c'est pas une solution miracle. La décroissance n'est pas non plus une solution miracle, dans le sens où, là j'ai pris une hypothèse de dire on divise par 2, et je suis déjà un peu en limite de méthode pour que ça passe, vous voyez. Et donc on sent bien que si on voulait tout faire qu'avec de la décroissance, et dire bah voilà on divise par 4 ou par 10 nos émissions, sans aucune amélioration technologique, sans aucune transition, qu'avec de la décroissance, bah, diviser par 10 le revenu moyen, là même avec toute la redistribution des richesses que vous voulez, là vous allez être obligé d'appauvrir les pauvres. Et ça va être quelque chose qui va être socialement et politiquement indéfendable. De même que vous allez arriver sur des réductions de temps de travail qui vont être difficilement compatibles avec une bonne organisation sociale. Donc on peut en faire beaucoup, je pense, par la décroissance. Moi je verrais bien une répartition un peu moitié-moitié, de dire bah, on essaye de faire une moitié du boulot par de la transition écologique et du progrès technique, et une moitié du boulot par de la décroissance. Quand je dis du boulot, c'est de nos objectifs de réduction. Mais tout faire par de la décroissance, bah voilà, on voit bien que c'est pas miraculeux non plus. Alors par contre, ce qui est sympa avec la décroissance, avec la décélération, c'est que pour le coup, on a quelque chose qui est souhaitable en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'est pas dans une écologie punitive ou contraignante. On est dans le fait de dire aux gens, vous allez travailler 2 fois moins.
pas vous, moi c'est quand même plutôt quelque chose qui me plairait bien en fait, hein, dans l'absolu. La première question qu'on peut se poser là en termes de, parce que je viens sur l'aspect bien-être et bonheur de la population, la première question qu'on pourrait se poser, c'est de dire mais en fait, est-ce qu'on va renoncer à un bien-être si important que ça en renonçant à la croissance? Là, on peut regarder deux types de données. On peut regarder des données historiques ou géographiques. Vous avez dernièrement les données historiques pour les États-Unis qui montrent comment le niveau de vie a augmenté en dollars par habitant et comment le bonheur a augmenté. Et donc en fait, vous voyez que là c'est depuis les années 70, donc vous avez un revenu moyen par habitant qui a quasiment doublé. Et le bonheur, alors c'est une vaste notion, mais en gros c'est des sondages pour interroger les gens et leur dire voilà, comment vous sentez-vous dans votre vie, enfin, évaluez vous-même votre niveau de bien-être. Ça pour le coup, ce niveau de bien-être, il ne bouge pas depuis les années 70. En gros, vous voyez, ça fluctue un peu dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas du tout corrélé au niveau de revenu de la population. Et donc c'est quand même un indice qui permet d'imaginer que si on faisait varier le revenu moyen dans l'autre sens, il n'y a pas de raison évidente pour qu'on soit plus malheureux. Enfin, c'est pas du tout évident quand on regarde ces données-là en tout cas. Alors après, on peut regarder des comparaisons géographiques cette fois. Donc là, c'est plus pour un même pays au cours du temps, mais c'est à un instant donné pour tous les pays de la planète, pour un grand nombre d'entre eux. Vous avez le niveau de bien-être en fonction du revenu moyen par habitant. Et donc là, en gros, ce qu'on voit, c'est que ça fait une courbe, on va dire, logarithmique, c'est-à-dire qu'au début, ça augmente très vite. Donc le fait de s'enrichir augmente le bien-être, ce qui est assez intuitif, puisque si vous êtes dans un pays en situation de sous-développement, de famine, d'épidémie, etc., évidemment que les premiers dollars supplémentaires vont vous apporter énormément de bien-être. Par contre, si vous êtes dans un pays où vous ne manquez pas de grand-chose, typiquement les classes moyennes ou supérieures d'un pays comme le nôtre, là, des euros, les mêmes euros ou dollars en plus ne vont pas améliorer de beaucoup votre bien-être. Si bien qu'au moment, la courbe, en fait, vous voyez, elle stagne, et vous n'êtes pas beaucoup plus heureux quand vous avez 20 000 dollars par an ou 40 000 dollars par an. En fait, c'est quasiment indiscernable. Vous pouvez avoir des pays, ça peut fluctuer selon les pays, mais voilà, c'est pas. Donc là encore, la France, là, elle est autour de 35 000 dollars par an. On voit bien que si on divise par deux, on est encore au début du plateau quasiment, c'est-à-dire on est encore dans une zone où le bien-être finalement dépend pas énormément du revenu moyen. Et en fait c'est assez logique parce qu'intuitivement, ce qui fait notre épanouissement personnel, notre bonheur personnel, évidemment que c'est pas juste notre revenu, évidemment que c'est pas juste le revenu moyen. Alors il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, sur qu'est-ce qui contribue au bonheur. Vous avez comme ça un atlas mondial du bonheur, ça s'appelle comme ça, qui fait ce genre d'études. Et ce qui arrive en 1, ce qui expliquerait pour plus d'un tiers du bonheur des gens, c'est les liens sociaux. Voilà, tout simplement, c'est d'être bien avec sa famille, ses amis, sa copine, voilà. Et donc, en fait, le fait et c'est assez indépendant de votre revenu. Alors le revenu arrive après, quand même, dans la liste, c'est une des composantes. Mais bon, c'est des enquêtes mondiales, hein, donc comme on l'a dit, il y a des pays où effectivement le revenu compte. Chez nous, quand même, moins. Puis vous avez d'autres choses, vous avez l'espérance de vie en bonne santé, vous avez la liberté de faire des choix, de décider de ce qu'on fait de sa vie, c'est quelque chose qui contribue beaucoup au bonheur. Donc vous voyez bien que ça, si on se dit on a beaucoup plus de temps libre, les liens sociaux évidemment qui vont être renforcés, vous avez beaucoup plus de temps pour voir vos amis, votre famille, etc. La liberté de décider de votre vie, elle va aussi en être renforcée. Et donc finalement, se dire tout le monde va être malheureux si on fait de la décroissance, moi je parlerais plutôt sur l'inverse, quand on regarde ça. Et après, moi je vous incite à vous poser la question, c'est vous qu'est-ce que vous feriez si vous travailliez 2 fois moins. Franchement, moi j'aurais pas mal d'idées. Voilà, est-ce que vous vous remettriez à la musique, au sport, est-ce que vous liriez la pile de bouquins en retard que vous avez sur votre étagère, est-ce que vous verriez plus tel ou tel ami que vous adorez mais que vous n'avez pas vu depuis des années, faudrait que je le recontacte mais j'ai pas le temps, ou pareil pour tel ou tel membre de votre famille. Donc voilà, on pourrait avoir un certain nombre d'envies, d'idées assez légitimes, ou même de voyager, alors pas en jet privé évidemment, mais voilà, un voyage en train ou en vélo, ou un voyage en mode backpacker. Ça c'est quelque chose qui peut totalement s'envisager, et voilà, moi j'aurais tendance à me dire qu'on aurait vite plein d'idées si on nous donnait beaucoup de temps libre. Voilà, donc ça c'est la partie un peu
c'est la partie plutôt enthousiasmante de l'affaire. Moi, je trouve ça plus sympa de vendre ça plutôt que de vendre des mesures contraignantes, même s'il va en falloir aussi. Là où tout ça se corse, et donc j'arrive à la dernière partie de mon exposé, c'est quand on articule ça avec le système politique et économique dans lequel on est aujourd'hui. Parce que c'est une chose de dire que la population aurait intérêt à la décroissance, c'en est une autre de dire que le système politico-économique actuel aurait intérêt à la décroissance. Et même sans parler de décroissance d'ailleurs, je reviens juste un temps sur la transition écologique. Enfin, la transition écologique, si vous regardez les conditions que ça demande d'un point de vue en termes de gestion de l'économie, c'est à peu près antinomique point par point à la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir besoin de faire quoi? Vous allez avoir besoin de faire des gros investissements publics pour faire beaucoup de renouvelables, de nucléaire, de transports en commun, de trains, etc. Ça, c'est assez peu compatible avec l'austérité budgétaire qui est la norme depuis des années, mais maintenant des décennies. Donc il va falloir à un moment sortir du dogme selon lequel quand on dépense de l'argent public, c'est mal. De la même manière, si vous voulez avoir vraiment la main sur des secteurs stratégiques, que ce soit l'électricité ou le transport ferroviaire par exemple, bah, une idée assez logique, c'est de dire revenons au monopole public qu'on avait il y a encore peu dans le rail avec la SNCF et sur l'électricité avec EDF, comme sur le gaz avec GDF. Et donc revenons sur la libéralisation et l'ouverture à la concurrence qui a été imposée ces dernières années et ces dernières décennies. Mais là encore, ça va s'opposer assez frontalement à la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Et puis vous pouvez y aller comme ça, un peu sur toutes point par point en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, la philosophie qui régit le fonctionnement de l'État, c'est de dire intervenons le minimum et laissons faire le marché. C'est-à-dire que le marché sait ce qui est bon, il va s'autoréguler, et en le laissant faire, ça va spontanément bien se passer. Alors on voit ce qu'il en est, puisque ça fait 40 ans qu'on laisse le marché spontanément faire, et que c'est une transition écologique spectaculaire qui s'est faite, voilà. Donc là, il serait peut-être temps de changer de stratégie, et de dire, non, prenons le problème à bras-le-corps, et faisons de la planification. Alors ce qui n'est pas un gros mot, on n'est pas obligé de le faire de façon soviétique, ça peut rester démocratique. Mais voilà, typiquement, c'est l'exercice que propose le Shift Project avec son plan de transformation de l'économie française, où ils disent, on pourrait planifier la transition écologique, et voilà ce que ça donnerait secteur par secteur, etc. Enfin, en lien avec les acteurs privés, mais il y a un moment où il faut une vision d'ensemble, de long terme, si on veut que ça se fasse, et que ça se fasse vite. Là encore, c'est complètement contradictoire avec la façon, avec l'idéologie libérale, néolibérale, aujourd'hui aux commandes. Et puis j'ai parlé de relocalisation, ça pareil, dans un système qui donne la part belle au libre-échange et à la mondialisation, on sent bien là aussi que ça va être antinomique. Donc en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition écologique, ça n'est pas qu'une question de scientifiques ou d'ingénieurs, c'est une question de politique et de politique économique, puisque ça va impliquer une rupture frontale avec tous les dogmes actuellement en vigueur. Et là, je parle juste de la transition écologique, donc c'est la face la plus soft de l'affaire. Toujours avec la transition écologique uniquement, une deuxième série de problèmes qui vont se poser, c'est que si vous voulez rompre avec le dogme néolibéral, très vite vous allez tomber sur un ensemble de contraintes qui vous sont imposées par l'Union européenne et par la monnaie unique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous voulez vous affranchir d'un principe de fonctionnement néolibéral, en fait, pas de chance, il est gravé dans le marbre des traités européens, typiquement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou autre variante, il nous est imposé par des directives européennes. Par exemple, c'est des directives européennes qui ont imposé l'ouverture à la concurrence du rail et de l'électricité. Donc si vous voulez revenir là-dessus, il faut aller contre ces directives. De la même manière, si vous voulez dire, on finance des grands plans d'investissement public, une manière simple de faire ça, c'est soit d'aller taxer les riches, mais les riches vont vouloir partir, et le seul moyen de les empêcher de partir, c'est quelque chose qui s'appelle le contrôle des capitaux, mais c'est interdit par l'Union européenne. Et l'autre façon de faire, c'est de dire, non, on ne va pas taxer les riches, mais on va faire du déficit qu'on va financer par création monétaire de la Banque centrale. Et ça, le problème, c'est que c'est aussi interdit par l'Union européenne.
Donc très vite, si vous essayez de prendre le problème par un bout ou par l'autre, vous allez tomber sur des contraintes européennes qui vont vous bloquer d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose avec la relocalisation. Si vous voulez relocaliser la production, ça ne va pas se faire spontanément. Il va falloir taxer les importations d'une part, et puis aider la production nationale par une politique industrielle. Mais ça pareil, c'est encore interdit par les traités européens, puisque toute mesure protectionniste est interdite formellement, soit les quotas ou les droits de douane. C'est interdit par les traités européens. Donc voilà, donc non seulement il faut rompre avec les dogmes du néolibéralisme pour faire la transition écologique, mais cette rupture en plus implique une rupture avec l'Union européenne qui sacralise ces dogmes dans ses traités. Et donc ça, je disais, c'est juste pour la version soft de la démarche qui est la transition donc. Mais la partie la plus antinomique avec les principes du système, ça va être la décroissance évidemment. Puisque là on ne parle pas juste de remettre en cause le néolibéralisme, c'est-à-dire la version actuelle on va dire du capitalisme, mais on parle de remettre en cause le capitalisme tout court, puisque forcément, là on va annoncer une double mauvaise nouvelle aux propriétaires des entreprises quand on dit qu'on fait de la décroissance. Parce que d'une part on leur dit bah, le gâteau total va diminuer, il va y avoir moins de PIB, mais en plus comme on veut faire une décélération qui soit soutenable, en plus on veut redistribuer les richesses. Donc le gâteau va être plus petit, et vous allez en avoir une part plus petite qu'aujourd'hui. Donc présenté comme ça, il y a peu de chances que le MEDEF soit fan de notre projet, et donc il faut s'attendre en fait à ce que ça soit incompatible avec les intérêts très concrets des capitalistes, on peut les comme ça, c'est-à-dire des propriétaires des entreprises, ou au moins des grandes entreprises. Et donc là encore, ça implique de se poser la question, encore plus compliquée que la rupture avec le néolibéralisme ou l'Union européenne, la rupture avec le capitalisme tout court. Et donc là, on est vraiment sur des questions politiques et économiques fondamentales, et pas juste sur des solutions techniques d'ingénieurs, on va dire. Et donc là, alors je vais pas rentrer dans ces vastes débats parce qu'on a toute une littérature qui existe là-dessus, donc je pourrais y revenir s'il y a des questions. Mais je vous ai mis ici un petit exemple de panorama de tous les économistes qui réfléchissent à comment on pourrait rompre avec le néolibéralisme, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Et puis, au sein de cette grande famille, il y en a qui en plus se disent, bah ouais, mais si on va jusqu'à sortir du capitalisme, donc imaginez un système post-capitaliste, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc il y a un certain nombre de gens qui ont fait des propositions de comment on pourrait faire autrement. Vous avez aussi des gens qui se sont concentrés sur l'aspect rupture avec l'Union européenne, alors que ça soit en disant on fait de la désobéissance, soit en disant vraiment on sort de l'Union européenne, etc. Donc là, pareil, vous avez toute une littérature là-dessus. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, encore reste-t-il à expliquer concrètement comment on fait une économie de la décroissance. Et donc là, pareil, il y a toute une littérature, il y a quelques économies, il y a des thèses, il y a un certain nombre de gens qui ont fait des propositions économiques de comment pourrait fonctionner une économie décroissante, et qui reprennent des éléments, comme j'ai montré là, de redistribution des richesses ou de baisse du temps de travail, mais pas que. Voilà. Et donc moi, à titre personnel, du coup, j'ai creusé ces sujets-là dans mes précédents ouvrages. Alors dans mes deux ouvrages que j'ai fait à titre personnel, donc Système contre système et reconstruction, là je me posais la question de dire par quel système politique et économique on pourrait remplacer le système actuel. Voilà, donc pour rompre à la fois avec le libéralisme, mais aussi avec le capitalisme, et pour aller in fine sur une rupture avec la croissance. Et puis dans un livre collectif que j'ai fait avec un collectif qui s'appelle Chapitre 2, auquel j'appartiens, on a réfléchi à tous les enjeux liés à l'Union européenne, qui sont de dire, un gouvernement qui voudrait faire une transition écologique et sociale dans le cadre de l'Union européenne se retrouverait face à un certain nombre de contraintes très fortes, et donc comment on pourrait quand même arriver à faire quelque chose dans ce contexte-là, quelle stratégie il faudrait employer. Voilà, donc là je vous fais couvrir de vastes débats, mais j'ai déjà bien assez parlé, donc je m'arrête là pour le moment.